Je vous retrouve Dans le Sahel avec un plaisir renouvelé. Chaque semaine, nous vous proposons une narration purement africaine des conflits sur le continent, notamment au Sahel central. Nos équipes de reportage vont à la rencontre des communautés les plus reculées en Afrique de l'Ouest pour vous rapporter des témoignages de ceux-là même qui vivent les crises et de leurs dirigeants. Par exemple, la semaine dernière, il était question de la lutte antiterroriste et l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Le terrorisme n'a pas commencé avec ces régimes. Voilà. L'ordre constitutionnel était en place et que nous vivons le terrorisme. Voilà. Donc, dire que non, il faut forcément revenir à une ordre constitutionnelle pour avoir... Non, je ne dis pas. En tout cas, c'est loin de ça. Un coup d'État aggrave l'instabilité. Ça détourne les efforts de la lutte contre le terrorisme. Oui, cela crée des opportunités pour le terrorisme. Un retour à l'ordre favorise la coordination et la crédibilité. Nous avons dit et nous souhaitons à ce que cette transition dure 10 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont un grand combat à mener par rapport à la sécurité. Moi, je pense qu'il faut la paix. La paix. Rien que la paix. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est une réalité. Mais la sécurité est une autre réalité. Il faut vraiment que le pays soit sécurisé. En tout cas, si les partis politiques qui sont prêts, qui pensent qu'ils peuvent aller aux élections, ils se trompent. Parce que le terrain ne s'y prête pas. Dans ce nouveau numéro, plein feu sur le travail humanitaire dans des zones d'insécurité. Pas facile, puisque selon l'ONU, 2024 est l'année la plus sombre pour les humanitaires. Plus de 200 humanitaires ont été tués de par le monde. Moi, j'étais à Mopti, précisément à Banyangara, avant de venir à Ségou. Qui connaît cette région savent que ça va vraiment pas. Pour la petite histoire, j'ai un collègue avec qui je dormais même ensemble qui a perdu la vie dans l'exercice de sa fonction. Les impacts sur les humanitaires, je pense que c'est du quotidien. Si on n'est pas enlevé, on est braqué ou cambriolé. C'est un travail qui, en tout cas, qu'on fait avec beaucoup de risques, parce que voilà, comme on ne le connaît pas d'office, on sait que par moment, on peut avoir des éléments des groupes armés infiltrés parmi ces gens-là. Le plus difficile pour nous, c'est qu'on fait ce travail-là, on n'est pas armé et on le fait en étant civil, on n'a pas de moyens de défense, on n'a pas de moyens de protection, donc à un certain moment, forcément que vous êtes vulnérable lorsque ces gens-là tentent de vous faire du mal. On n'a pas d'escorte, on n'a pas de gilet, on n'a rien. Et quand on sort, on laisse tout à Dieu et puis on sort. Quand on nous appelle qu'il y a des déplacés qui sont arrivés en masse dans une zone, on signale nos premiers responsables et on est obligé de sortir, aller les enregistrer, les dénombrer et faire le point. C'est des terrains qui sont dangereux, c'est des terrains qui sont minés, c'est des terrains en insécurité permanente. Donc, ils essayent d'être au plus proche des populations. Nous mettons l'accent sur le travail des humanitaires locaux dans le Sahel. Magazine réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. Le travail des humanitaires est très important pour les communautés affectées par l'insécurité. Face à l'impossibilité d'accéder aux champs pour cultiver, face à la destruction des cultures, des centres de santé et des écoles par des hommes armés, et face au sabotage des points d'eau par des groupes armés non étatiques, la seule alternative pour les populations reste l'aide humanitaire. Des milliers de familles à travers le continent, déplacées ou chez elles, continuent de subir la faim parce que l'aide humanitaire n'a pu les atteindre. Au Niger, plusieurs humanitaires locaux qui exercent dans les zones d'insécurité sont aujourd'hui au chômage. Ils ont pris l'habitude de sillonner les zones d'insécurité pour livrer des vivres et d'autres articles de première nécessité aux populations. Mais depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, les militaires au pouvoir ont interdit à ces organisations toute activité. Nous avons parlé à quelques humanitaires locaux à travers Murtala Zoubero, notre correspondant au Niger. Le coup d'État de juillet 2023 a entraîné l'arrêt de l'essentiel de l'aide humanitaire dont bénéficiait le Niger. Aujourd'hui, certains villages dépendent de la livraison de denrées alimentaires via des convois de camions dont certains sont bloqués au Togo et au Bénin voisin.
Rabiou Idi est un agent de l'ONG Karkara, une organisation non gouvernementale humanitaire nigérienne. Et auparavant, par exemple, quand on prévoit une distribution, la livraison des vivres, c'est dans une semaine on fait la livraison. Mais maintenant, on a des zones où ça fait plus de 3 semaines, on n'a pas livré des vivres depuis que la situation est comme ça. Abdel Fattah Oumarou travaille pour une organisation non gouvernementale humanitaire. Il a servi dans la zone de Bankilari, localité proche de la frontière avec le Mali, dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger. Mais depuis plus d'1 an, Fattaou est au chômage. Il raconte les conditions dans lesquelles il exerce malgré la crise sécuritaire qui sévit à Bankilari. Comme vous savez, là-bas, vraiment la situation dans laquelle nous vivons, des fois, chaque fois on est en contact avec les terroristes, des fois ils nous apprennent même, et par chance, des fois ils nous dépouillent de tout ce qu'on avait et puis ils nous relâchent. Comme on est des agents humanitaires, ils savent qu'on n'est pas de l'État, donc c'est pour cela qu'au moins de ce côté-là, on a un peu de la chance. Mais vraiment, c'est pas du tout facile, comme on a beaucoup risqué nos vies, donc du coup, on a complètement arrêté parce que c'est pas du tout facile. La région d'Agadez, dans le nord du Niger, ce carrefour entre l'Algérie et la Libye est devenu un repère pour les terroristes et autres bandits armés qui opèrent au Sahel central depuis quelques années. Dans cette zone, la majorité des activités humanitaires ont été interdites par les autorités nigériennes, comme l'explique cet habitant qui a préféré garder l'anonymat. Depuis que les nouvelles autorités ont pris le pouvoir, ils ont interdit toutes les activités des humanitaires ici dans notre zone. Et moi, personnellement, je pense que c'est une décision sage, parce que ces personnes qui exercent dans ce milieu risquent beaucoup leur vie. Soit ils sont enlevés, ou soit ils sont tués par les bandits dans cette zone. Agadez est une région très vaste et ces bandits sont un peu partout. Pour l'analyste nigérienne des questions sécuritaires Amadamou, des dispositions nécessaires doivent être prises pour permettre aux humanitaires de mener bien leurs activités, même si ces derniers doivent faire l'objet de surveillance. Et ces humanitaires-là doivent travailler conformément aux règles et aux règles en vigueur, aux règles de notre pays, aux lois et différentes dispositions en vigueur de notre pays. Quand vous prenez, il ne s'agit pas seulement d'obtenir une autorisation. Donc c'est pourquoi je pense que il faut recadrer les ONG, il faut les rappeler à l'ordre, celles qui font leur activité de manière régulière tout en respectant les lois du pays, il faut également les encourager. Le ministère qui est chargé de ce travail doit être extrêmement regardant. Cela ne veut pas dire qu'il faut les interdire, il faut suspendre leur activité. Au lendemain de la prise de pouvoir par les militaires, plusieurs organisations non gouvernementales œuvrant dans l'humanitaire ont été suspendues dans le pays. Et certains travailleurs humanitaires locaux qui exercent dans les zones d'insécurité avec les risques sont depuis lors sans emploi. De Niamey, Murtala Zouberou pour la West Africa, Démocratie Radio. Chômage des humanitaires locaux au Niger. Au Mali à côté, ils sont également en première ligne pour assister les populations vulnérables dans des zones touchées par l'insécurité. Ils jouent un rôle crucial au sein des communautés et traversent au quotidien des risques souvent au péril de leur vie pour exercer leur métier. Ils sont souvent la cible des groupes armés. Certains d'entre eux sont parfois enlevés ou même assassinés. Aliou Cham a séjourné dans le centre du Mali. Notre correspondant nous rapporte les difficultés auxquelles sont confrontés les agents humanitaires. Abdoulaye Aliou Touré peut remercier le ciel d'être encore en vie. Cet agent humanitaire qui autrefois intervenait dans la région de Banyangara a vu l'un de ses collègues assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Moi j'étais à Mopti précisément à Banyangara avant de venir à Ségou. Qui connaît cette région savent que ça va vraiment pas. Pour la petite histoire, j'ai un collègue avec qui je dormais même ensemble qui a perdu la vie dans l'exercice de sa fonction. Les impacts sur les humanitaires, je pense que c'est du quotidien. Si on n'est pas enlevé, on est braqué ou cambriolé. Et comme on le dit, c'est parce que ça ne va pas aussi que nous sommes aussi auprès de ces communautés-là pour leur apporter notre assistance au péril de notre vie.
aujourd'hui déployé dans la région de Ségou au sein de l'association malienne pour la survie au Sahel, une organisation humanitaire locale. Abdoulaye Aliou Touré continue d'apporter son soutien aux populations vulnérables et confrontées à l'insécurité. Un village qui a été attaqué, dès que nous avons l'information, on est souvent les premiers acteurs qui vont sur le terrain pour essayer de faire ce que nous appelons dans notre jargon une évaluation rapide de protection. Et souvent c'est accompagné aussi par d'autres acteurs qui évoluent dans d'autres domaines. Et on conjugue les efforts et ça devient en ce cas une évaluation multisectorielle de protection pour voir dans quel cadre chaque acteur peut apporter une assistance soit à la communauté vulnérable ou aux personnes déplacées. Bien qu'ils consentent d'énormes sacrifices pour soulager les personnes en situation d'assistance, les agences humanitaires travaillent la paire au ventre dans les zones d'insécurité. Mariam Dambélé est la vice-présidente d'une organisation de femmes de 100 localités situées à plus de 180 km de Ségou. Les agents humanitaires ont un rôle important au sein de nos communautés, mais ils n'ont pas la conscience tranquille puisqu'ils font face à des dangers dans l'exercice de leur métier qu'est l'assistance des populations vulnérables. Ils sont souvent enlevés, certains d'entre eux restent introuvables et c'est après qu'on annonce leur mort. Je pense que leur sécurité doit être assurée pour qu'ils continuent de soutenir les personnes en situation difficile. Conscients des dangers auxquels ils sont exposés, les agences humanitaires ont fait de l'assistance des communautés fragilisées leur principale priorité au péril de leur vie. Massiré Diop, journaliste spécialiste des questions sécuritaires. Ceux qui payent en tout cas le plus lourd tribut, ce sont les civils. Et les humanitaires font partie des civils. Ils ne sont pas en armes. Ils ne partent pas pour défendre ou bien pour conquérir. C'est parce que la population est dans le besoin et que l'État ne peut pas tout faire et pour assister l'État qu'elle se déploie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est des terrains qui sont dangereux, c'est des terrains qui sont minés, c'est des terrains en insécurité permanente. Donc ils essayent d'être au plus proche des populations parce que quoi qu'il en soit, ce sont ces populations qui sont leur raison d'être. Sinon, elles vont fermer. Face à cette situation, des organisations humanitaires locaux ont mis en place un mécanisme de protection pour mieux sécuriser les agents sur le terrain. C'est ce qu'explique Abdoulaye Aliou Touré. Aujourd'hui, chaque organisation a adopté une politique. Cette politique, c'est quoi? C'est de chercher à recruter des chargés ou des responsables sécu. D'autres disent accès humanitaire et sécurité, d'autres disent sécurité. Et quand même, chaque organisation aujourd'hui est dans cette optique-là de recruter quelqu'un qui va uniquement se concentrer que sur l'accès humanitaire et sur la sécurité des agents de l'organisation. Il appelle ainsi l'État malien d'adopter une politique nationale permettant de créer un environnement favorable aux interventions des organisations humanitaires. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Dans le cercle de Massina, le travail des humanitaires locaux maliens est très difficile. Menaces, enlèvements et assassinats, le chemin qui mène aux populations démunies et sinistrées est parsemé d'embûches. Écoutez ce témoignage d'un humanitaire local que nous avons rencontré à Ségou, dans le centre du Mali. On peut insister d'abord sur l'insécurité. Ça, c'est le problème majeur que tout acteur est confronté dans le cercle de Massina. On ne sait pas tout de suite, ou bien c'est demain ou encore après-demain qu'on va s'attaquer sur nous. Personne ne le sait. Ça, c'est le problème majeur sur lequel nous sommes vraiment confrontés. En plus de ça aussi, il pourrait y avoir d'autres problèmes qui sont des problèmes internes, souvent des problèmes d'incompréhension avec les acteurs humanitaires et la population qui est vraiment la population haute qui accueille ces acteurs humanitaires-là. Il peut y avoir des problèmes d'incompréhension. Mais ça aussi, c'est pas aussi grave que ça. À travers la communication, à travers les explications, souvent vous parvenez à avoir un terrain d'entente. On menace certains acteurs. Moi, personnellement, le cas n'y est pas arrivé. Il y a des collègues, je peux dire, qui ont été enlevés même dans la zone, quand ils étaient à l'exercice de leur métier. Un humanitaire local malien rencontré à Ségou, dans le centre du Mali. Contexte difficile également pour les acteurs humanitaires au Burkina Faso.
Entre 2021 et 2022, 27 travailleurs humanitaires ont été assassinés dans les zones à risque alors qu'ils y étaient dans le cadre de leur mission. Au mois d'octobre, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités dans la ville de Djibo en raison des problèmes d'ordre sécuritaire. Exposés, les humanitaires locaux appellent à l'aide. Un sujet de notre correspondant Martin Kaba. Le 21 octobre 2024, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités dans la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Raison évoquée, la dégradation de la situation sécuritaire, des incidents de saccage de centres de santé, de points de distribution d'eau ainsi que les locaux de l'organisation. Une annonce qui pose la problématique du travail humanitaire et la sécurité des acteurs dans certaines zones. Contacté, MSF n'a pas souhaité commenter cette décision. Mais dans la région des Cascades, la même problématique se pose selon cet acteur humanitaire qui a souhaité garder l'anonymat. C'est un travail qui, en tout cas, qu'on fait avec beaucoup de risques, parce que voilà, comme on ne le connaît pas d'office, on sait que par moment, on peut avoir des éléments des groupes armés infiltrés parmi ces gens-là. Donc ça veut dire que vous pouvez forcément travailler avec ces gens sans le savoir. Et lorsque vous avez besoin, en tout cas, de PD pour leur apporter de l'appui alimentaire, par moment, vous êtes obligé de les appeler par téléphone pour qu'ils puissent passer pour les séances de distribution. Donc ça veut dire que vous pouvez être en contact avec un de leurs éléments sans savoir parce que la personne se serait fait enrôler comme PDI. Et donc ça nous expose en tout cas. Cet homme de la quarantaine se sent donc exposé dans le cadre de ses activités quotidiennes. Il prend en charge des milliers de déplacés internes dans la ville de Banfora ainsi que plusieurs autres localités des Cascades. Le plus difficile pour nous, c'est qu'on fait ce travail-là, on n'est pas armé et on le fait en étant civil, on n'a pas de moyens de défense, on n'a pas de moyens de protection, donc à un certain moment, forcément que vous êtes vulnérable lorsque ces gens-là tentent de vous faire du mal. Sentiment identique chez cet autre acteur humanitaire dans la région des Cascades qui a également requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, obligé de se rendre très souvent dans des zones à risque comme Mangodara à une centaine de kilomètres de Banfora. On n'a pas d'escorte, on n'a pas de gilet, on n'a rien. Et quand on sort, on laisse tout à Dieu et puis on sort. Quand on nous appelle qu'il y a des déplacés qui sont arrivés en masse dans une zone, on signale nos premiers responsables et on est obligé de sortir, aller les enregistrer, les dénombrer et faire le point. Quand il y a des zones où il y a catastrophe et que même si les années passent et que quelques individus sont restés, on doit faire le bilan à chaud. Et dès que aussi une zone est menacée, que les déplacés rentrent, on doit faire le bilan à chaud. Donc vous voyez que nous sommes en contact avec ces derniers qui viennent. Nous ne savons pas qui est qui. Nous avons nos numéros qui se pavanent avec eux. Parce que quand on veut les donner des aides ponctuelles, il faut les appeler, il faut les contacter. Dès qu'on les enregistre, on prend leur numéro dans le registre courant. Et dès qu'on a besoin d'eux, on les appelle avec nos propres numéros. On ne sait pas qui est qui. Contexte difficile donc également pour le travail humanitaire. Selon un communiqué conjoint du Forum des organisations non gouvernementales internationales humanitaires et le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales publié en février 2023, 27 travailleurs humanitaires ont été tués au Burkina Faso en 2021 et 2022. D'où l'importance d'une meilleure protection pour ces acteurs, surtout locaux. On n'a pas de système de sécurité. Si c'est ça, il faut qu'on se dise sans voiler la face, on n'a pas de système de sécurité. Souvent, on appelle les différents CVD pour dire, on demande au CVD, est-ce que dans telle période à telle période, il y a eu des mouvements de personnes où la situation dans votre zone, c'est comment? Alors, on s'imprègne de la situation avant de prendre la route. Mais disons, dire la vérité qu'on est protégé ou on a un système bien approprié pour notre propre sécurité, c'est Dieu. Voilà. Notre propre sécurité, c'est Dieu. Si Médecins sans frontières a décidé de quitter Djibo temporairement et d'autres ONG humanitaires pourraient également le faire dans d'autres localités, les locaux, eux, se sentent obligés de rester. On va quitter la zone pour aller où? Parce que nous, ce sont quand même nos frères et sœurs qui sont déplacés. Voilà, nous nous battons pour ces populations, donc il n'y a pas de raison que nous les abandonnons juste pour raison d'insécurité. C'est pourquoi vous voyez partout où en tout cas, il y a des séances de distribution en zone rouge, ce sont en tout cas les forces de défense et de sécurité, ce sont les acteurs humanitaires également qui font ce travail-là. Voilà. Tant que la zone n'a pas été coupée et déclarée hors du Burkina Faso,
nous sommes les derniers remparts. On est obligé de rester et assister. Voilà. Bien vrai que je prends l'exemple de Gorom Gorom. On était à Gorom Gorom, mais malgré les difficultés, on a tenu bon. Et jusqu'à l'heure, là, je sais que mes collègues qui sont restés sont toujours là. À Seba, par exemple, Seba a été coupé totalement. Mais les collègues sont restés, ils ont maintenu Seba. Et Seba vit toujours. Un sacerdoce, c'est ainsi qu'ils qualifient leurs actions à l'endroit des populations vulnérables. Ces deux humanitaires de la région des Cascades appellent donc les différents acteurs à la compréhension et la protection. Le dernier point du Conseil national de secours d'urgence en date de mars 2023 faisait état de plus de 2 millions de déplacés internes au niveau national. Mais le gouvernement actuel indique que des milliers de ménages ont pu regagner leur localité d'origine en raison d'une amélioration de la situation sécuritaire. De retour de Banfora, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Les dangers auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires se sont multipliés selon les Nations Unies. Selon le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, au moins 281 travailleurs humanitaires ont été tués en 2024, ce qui fait de cette année la plus meurtrière jamais enregistrée pour la communauté des humanitaires. Voici Lisa Doughton, directrice de la division financement et partenariat à OCHA. Au fil des ans, nombre d'entre nous travaillant pour les Nations Unies et le secteur humanitaire ont perdu des collègues et des amis, des personnes qui ont consacré leur vie à soutenir leurs semblables dans le besoin. Mais ces 2 dernières années ont été particulièrement dévastatrices. En 2023, nous avons perdu 280 travailleurs humanitaires dans 20 pays selon le Aid Worker Security Database, qui fournit des données sur la sécurité des travailleurs humanitaire. Il s'agit d'une augmentation choquante de 137% par rapport à 2022. Cette année a été encore pire. De nombreux autres travailleurs humanitaires ont été blessés, enlevés, attaqués et détenus arbitrairement dans des pays comme l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Liban, le Mali, la Birmanie. Je voudrais présenter au Conseil de sécurité 3 domaines d'action essentiels. Premièrement, une condamnation claire des attaques contre les travailleurs humanitaires. Nos partenaires s'inquiètent de l'absence de responsabilité pour les auteurs de crimes contre les travailleurs humanitaires et par le fait que cela encourage d'autres délits. Un soutien accru aux travailleurs humanitaires qui sont victimes et survivants de préjudices. Ces domaines ont été identifiés à la suite de consultations approfondies avec nos partenaires humanitaires. Lisa Doughton, directrice de la division financement et partenariat à OCHA. En réponse à cette crise, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2730 en 2024. Cette année donc, cette résolution charge le secrétaire général de recommander des mesures pour prévenir les attaques contre les travailleurs humanitaires et renforcer la protection du personnel humanitaire. Dans le Sahel, saison 2, épisode 54, c'est terminé. Cette semaine, le thème s'intitule le travail des humanitaires locaux dans des zones d'insécurité. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org ou en rediffusion ce vendredi à 17h30 temps universel sur notre antenne. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service Français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous pour discuter sur notre numéro WhatsApp plus 221 77 569 77 72 plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut.